Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal de news cette semaine-ci, donc je vais essayer d'être rapide pour chaque news. Nous avons évidemment le reste du CIS. Donc la semaine dernière, j'ai traité de tout ce qui était au niveau hardware. Cette semaine-ci, on va traiter de tout ce qui touche moins hardware, plus TV, écran et tout ça. Il y a pas mal de choses vraiment intéressantes. Je vous invite à regarder dans la description ainsi que la table des matières afin de pouvoir sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. D'ailleurs, au passage, j'avais oublié de mettre le truc d'information sponsorisée la semaine dernière, mais il n'y avait rien de sponsorisé. Je le remets pour être sûr cette semaine-ci, donc voilà, juste pour être transparent. Commençons ce Texama Show par un mini-test d'une lumière que j'aime vraiment beaucoup. Et cette lumière, c'est la SmallRig RM120. Cet exemplaire de test, je tiens à le préciser, est fourni par SmallRig, mais ce mini-test n'est pas sponsorisé, mon avis reste le mien, et la marque n'a pas demandé à faire forcément un test. La SmallRig RM120 est une mini lampe LED RGBW, donc elle a aussi des LED white en plus, donc blanche, qui est étonnamment puissante pour 59 $. Elle est également équipée d'une batterie de 5000 mAh et elle supporte le charge rapide via USB-C. Elle tient assez longtemps sur batterie, évidemment ça dépend de la luminosité que vous utilisez. Pour la contrôler, vous avez un switch on-off, une roue de réglage de luminosité, une autre roue cliquable pour régler la température ou couleur de la lumière et de passer d'un réglage à l'autre. Finalement, vous avez un bouton de réglage pour passer du mode Full RGB au mode classique et d'autres modes comme ceux avec des effets genre des éclairs qui tombent du ciel. La construction est en métal et vous avez plusieurs fixations sur les côtés pour la fixer en place. Au niveau accessoire, vous avez un câble USB type C de chargement et un diffuseur en silicone à mettre par-dessus la lampe qui la rend un petit peu plus grosse mais qui permet de mieux diffuser la lumière. Personnellement, j'adore cette lampe. Elle est très puissante, dure longtemps sur batterie, charge vite et ne se décharge pas même quand elle est à 100% et que vous continuez de la charger, ce qui est un gros point positif. Et enfin, elle est très compacte et légère, avec seulement un poids de 204 grammes si je me souviens bien. Je l'ai maintenant toujours dans mon sac au cas où j'en ai besoin. Je la recommande donc aux personnes ayant besoin d'une lampe compacte à utiliser en déplacement, que ce soit pour des réunions avec caméra ou tout simplement pour filmer des vidéos ou prendre des photos n'importe où. La première news de la semaine, c'est le fait que Sony a lancé le projet Leonardo pour la PlayStation 5. Et c'est basiquement un contrôleur adaptable comme avait fait Microsoft. Donc c'est pour ces personnes qui auraient des problèmes à utiliser une manette classique. Peut-être qu'ils ont perdu en partie la mobilité de leurs mains, ou peut-être même qu'ils ont perdu justement des doigts ou autre, qui fait qu'ils ne savent plus utiliser une manette correctement. Eh bien, ce projet a pour but d'offrir ce contrôleur que vous voyez ici, qui est hautement personnalisable, donc vous pouvez changer facilement les boutons, faire qu'un bouton est plus gros, vous avez un joystick et vous pourrez certainement aussi connecter certains accessoires comme justement celui de Microsoft. Donc c'est cool de voir que Sony le fait aussi. Évidemment celui de Microsoft est sorti depuis un moment déjà. Vous avez pas mal d'accessoires aussi qui sont sortis. J'ai vu pas mal de personnes aussi l'adapter vraiment exactement comme ils le veulent et ça c'est vraiment génial, donc j'espère que ça va être le cas aussi pour celui-là. Celui de Microsoft aussi est compatible PC, donc ici c'est seulement PlayStation 5, même pas PS4, donc ça c'est un peu dommage. Je pense qu'il devrait par souci de déjà aussi supporter une plus grande audience, essayer de faire en sorte que ça fonctionne sur PlayStation 4. Ça me semble pas être trop tiré par les cheveux, c'est juste un contrôleur. Toute l'électronique est dans le contrôleur. Pour la PlayStation 5, quand vous pressez un de ces boutons, c'est comme si vous aviez pressé le bouton de la manette. Donc, techniquement, ils pourraient le faire, même s'il faut le connecter via un câble ou autre chose. Donc, j'espère qu'ils feront un truc similaire. Dans tous les cas, c'est cool de voir que maintenant, que ce soit chez Microsoft ou chez Sony, vous pouvez avoir un contrôleur adapté à votre morphologie. Et ça, c'est vraiment génial. Comme ça permet à plus de gens de pouvoir vraiment jouer aux jeux vidéo. Et c'est une bonne chose. Ensuite, nous avons des news qui concernent un petit peu des écrans. On va faire très vite fait ici. Vous avez Ars Technica qui fait un résumé des écrans qu'ils ont trouvé les plus intéressants. Moi, il y en a quelques-uns en particulier. Notamment, vous avez le Dell Ultra Sharp U3224KB. Non très précis, très clair. Pas du tout. Bon, vous pourriez vous dire c'est un 32 pouces. Non, c'est un 31,5 pouces. Donc en réalité, le nom n'est même pas précis quand on y pense. Bref, c'est un écran 6K avec une densité de pixels assez importante, 223 ppi pour information. Donc il est en 32 pouces encore une fois, qui a légèrement plus de pixels que le Apple Pro Display XDR, qui est évidemment le plus gros écran que vous pourrez acheter dans l'environnement Mac et qui est en plus compatible Mac. Donc cet écran évidemment est destiné, ou en tout cas il est pensé pour les gens qui utilisent un Mac, mais vous pourriez l'utiliser avec Windows bien sûr.
Donc, vous avez notamment pas mal de connectiques en USB 4. Vous avez même le support du Power Delivery jusqu'à 140 watts. Ce qui est assez important parce que ça permet de charger le plus gros MacBook Pro 16 pouces qui requiert justement 140 watts. Donc, ça semble assez logique. Vous avez aussi un switch KVM. Vous avez des speakers intégrés et aussi une webcam. Donc, c'est justement ici Dell qui imite un petit peu ce qu'a fait Apple avec le Apple Studio Display, qui est un écran, je vous rappelle, 5K qui est sorti en dessous de 2000 €, mais qui est très cher pour ce que c'est. Mais bon, c'est Apple, hein, je veux dire, on est habitué. Et du coup, ben, certainement, s'ils veulent concurrencer assez bien Apple, Dell le sortirait cet écran entre le Apple Studio Display et le Pro Display XDR. Peut-être plus proche du Studio Display au niveau prix. Comme ça, ils ont un réel argument aussi à ce niveau-là, tout en ayant de très bonnes specs. Le seul problème avec cet écran, c'est qu'il utilise une dalle IPS Black qui du coup est juste une dalle IPS améliorée pour avoir une meilleure restitution des couleurs noires justement, ou le fait que n'y a rien affiché justement. Donc c'est pas au niveau d'une dalle mini LED ou OLED, ce qui est dommage évidemment, et qui aussi n'est pas aussi lumineuse et n'a pas de local dimming ou autre chose. Donc c'est pas aussi bien que justement le Pro Display XDR de chez Apple. Après, le Pro Display XDR de chez Apple est très cher, trop cher pour ce que c'est. Donc, yep. Dans tous les cas, on verra bien ce que ça donnera. C'était le premier écran. Ensuite, on avait le Asus ZenScreen MB249C. Un nom encore une fois très clair et très précis. Vous avez déjà dû voir ces écrans portables de chez Asus. Ce sont justement les ZenScreen. Assez intéressant. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça vous permet de juste avoir un écran en plus de votre ordi portable. Et c'est pas, il n'y a pas que Asus qui l'ait fait. Mais bien souvent, la limitation de ces écrans portables, justement, c'est que c'est juste un écran d'ordinateur portable tout seul, en fait. Donc, ils sont souvent en 15,6 pouces ou 17 pouces ou peut-être 16 pouces. Mais vous n'avez pas un format au-dessus. Sauf que des fois, vous voudriez plus, justement. Un écran 24 pouces rentre dans un backpack, dans un sac à dos classique. Bon, pas un petit sac à dos, mais ça rentre quand même dans un sac à dos, surtout que la bordure d'écran est très fine ici. Donc, ce serait bien d'avoir justement une option pour quelqu'un qui veut plus. Bien là, c'est justement ce qu'offre ici Asus, et c'est quelque chose que j'aurais bien voulu qu'il sorte plus tôt, mais bon, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur un setup que je vous ai montré avec un écran justement que j'ai transporté. C'est pas un écran qui était fait pour être transportable, mais je l'ai transporté et j'ai réussi à faire quelque chose qui marchait. Sauf que c'est évidemment beaucoup plus encombrant que cette solution-là. Parce que ici, l'écran est évidemment beaucoup plus fin. L'écran a même une poignée. Vous pouvez utiliser cette poignée comme un kickstand. Donc, vous n'avez même pas besoin de fixation VESA. Mais vous avez un pied quand même qui est fourni. Et ce pied a même une fixation Quick Connect. Donc, vous pouvez facilement déconnecter l'écran ou le reconnecter. Donc, basiquement, c'est exactement ce qu'il me fallait pour mon setup portable. Donc, yep. Maintenant, il y a quand même des trucs moins intéressants avec cet écran. Il est, du coup, comme j'ai dit, en 24 pouces. Enfin, 23,8. Et surtout, le truc, c'est que c'est du Full HD et on ne sait même pas le taux de rafraîchissement, c'est certainement du 60 Hz. Et la densité de pixels n'est pas la plus impressionnante. Il est juste au-dessus de 90 ppi, justement. Donc, voilà, ça pourrait être un petit peu mieux au niveau spec. Du 120 Hz, ce serait génial. Évidemment, c'est une dalle IPS, donc à voir s'ils peuvent justement atteindre les 120 Hz sur la dalle qu'ils ont utilisée, mais j'espère que c'est le cas. Si c'est vraiment, ils pourraient faire du 120 Hz, ça pourrait être intéressant pour moi justement, ou des personnes qui veulent un écran portable, transportable, avec plus de specs. Alors d'ailleurs, le très important, le poids pour information est de 6 pounds, comme il le dit sur le site ici, c'est 2,7 kg pour ceux qui se demandent. Donc 2,7 kg, c'est plus léger qu'un écran 24 pouces, même les plus cheap. Quoique, il y en a qui sont vraiment cheap, qui sont, à mon avis, très proches de ce poids-là. Mais ils ont une dalle pas très bonne. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal au niveau poids. Et vous avez l'avantage du kickstand intégré et tout, donc je dirais que c'est raisonnable. Après, je pense qu'il y aura encore moyen d'aller encore plus bas au niveau poids, certainement. Vous avez des écrans 27 pouces, 1440p, qui pèsent 3,5 kg sans le pied. Et c'est avec toute l'électronique, avec certainement un châssis qui est trop gros. Il y aurait moyen de faire, à mon avis, un écran 24 pouces qui pèse 2 kg
et qui soit encore suffisamment bien construit. Évidemment, il faut qu'il soit suffisamment rigide pour pas casser quand vous le transportez, mais yep, il y aura moyen de faire mieux, je pense. Ensuite, en parlant de faire mieux, justement, vous avez Samsung qui a annoncé le Samsung Odyssey Neo G9, et là, c'est l'écran le plus poussé à peu près dans tous les extrêmes, on peut le dire, parce que les Neo G9 avant, c'était un écran 49 pouces, si je me souviens bien, qui était basiquement deux écrans 27 pouces l'un d'un côté de l'autre, 1440p. Il avait un taux de rafraîchissement, le nouveau en tout cas, avait un taux de rafraîchissement de 240 Hz, donc c'était vraiment un écran assez déjà impressionnant. Maintenant, avec cette année-ci, avec le modèle de cette année-ci, qui a le même nom, vous avez Samsung qui a fait en sorte que maintenant cet écran a une taille de 57 pouces. 57 pouces, et c'est basiquement deux écrans 4K collés l'un à l'autre. Donc c'est un ultra wide, ou plutôt un ultra wide 4K. Donc il a une densité de pixels qui en réalité reste raisonnable vu la taille, 139 ppi, donc ça va encore. Mais surtout il a une résolution de 7680 pixels sur 2160. Donc c'est vraiment deux écrans 4K collés l'un à l'autre. Donc c'est techniquement la moitié coupé en deux horizontalement d'un écran 8K. Parce que vous avez 7600 pixels. Forcément, il y en a qui vont être en mode « Oh, mais il faut une sacrée carte graphique pour faire tourner ça. » Yep, forcément. Et aussi, le truc, c'est que cet écran ne s'arrête pas à 60 ou 120 Hz. Il va jusqu'à 240 Hz. Et il utilise une dalle mini LED en plus de ça. Donc c'est vraiment... Samsung est en mode « On va mettre toutes les specs dans un écran et puis ça va être génial. » Et du coup, vous n'avez plus la dalle VA qu'il y avait sur les anciens modèles qui... J'aime bien le VA personnellement, mais le VA a des gros défauts. Notamment le fait que vous avez un peu de... Il y a du flou quand vous bougez vite fait des fois. C'est vraiment son désavantage. Mais après, le VA a par exemple une profondeur de couleur très impressionnante. Et vous avez un énorme taux de contraste, contrairement à l'IPS. Maintenant, ici, avec évidemment le mini LED, ça fixe tous les problèmes, forcément. Du coup, c'est vraiment l'écran de tous les extrêmes. C'est le genre d'écran que moi j'adorerais avoir, mais comme je fais YouTube, c'est pas très pratique aussi. Et puis il coûte extrêmement cher. Et puis il faut une RTX 4090. Sauf que, oui, du coup, pour supporter 240 Hz en littéralement 2 fois 4K, il a du DisplayPort 2.1. Mais la 4090, qui serait la seule carte graphique qui fait tourner cet écran dans suffisamment de jeux, n'a pas de DisplayPort 2.1, donc c'est... Voilà, c'est assez ridicule, on peut le dire. Donc la meilleure carte graphique pour cet écran, c'est littéralement la 7900 XTX. Genre, c'est la seule carte graphique qui aurait un sens avec cet écran. Donc, c'est assez ironique. Mais encore une fois, personnellement, j'adore ce genre d'écran. J'adore l'ultra-wide, mais je peux pas utiliser l'ultra-wide parce que quand vous faites YouTube, surtout du gaming, vous devez faire du 16 neuvième. Parce que YouTube n'est pas adapté à... Vous pouvez faire un peu plus que 16 neuvième, mais... Je peux pas faire du 21 neuvième sur YouTube, ça ne passerait pas. Vous auriez des énormes barres noires aussi sur le bas et le haut de l'écran. Ce serait pas très plaisant. Donc j'adorerais faire du 21 neuvième, mais je ne peux pas. Ce qui est fort dommage. J'adore le 21 neuvième notamment. 32 neuvième, c'est un peu poussé en vrai. Je préfère 21 neuvième. Ensuite, en parlant d'écran, on passe aux TV. Et justement, on passe ici chez leur concurrent, LG, qui a annoncé une nouvelle TV OLED. Déjà, ils ont annoncé des dalles OLED qui seraient plus lumineuses, parce que Samsung leur a un peu botté les fesses l'année dernière avec les dalles QD OLED, qui sont capables d'être plus lumineuses que ce que offre LG, tout en ayant tout simplement une meilleure dalle, franchement, au niveau même spec. Du coup, ici, cette année-ci, LG, en plus d'améliorer les dalles OLED, vont sortir un écran 97 pouces OLED. Bon, c'est clairement pas pour tout le monde. Et surtout, sans fil. Oui, regardez, il est sans fil. Ça, c'est le boîtier de la TV. Donc, c'est là où vous allez connecter votre console, votre box TV et tout ça. Et puis, le signal vidéo est envoyé à la TV. Bien évidemment, l'alimentation n'est pas sans fil. Donc, je ne sais pas où ils le mettent, où est-ce qu'ils le cachent. Mais il y a un câble d'alimentation quelque part. Peut-être qu'il passe dans le pied et qu'il finit dans le sol. Après, évidemment, l'alimentation, c'est déjà un peu plus facile à gérer parce que si vous accrochez ce genre de TV au plafond, notamment, si vous voulez que ce soit clean, genre il n'y a rien en dessous, un câble d'alimentation qui va dans le plafond, c'est facile à gérer. Si vous deviez faire passer votre HDMI dans le plafond et le refaire revenir jusqu'à votre box TV, ça ne le ferait pas. Donc, c'est quand même bien. Et en plus, il fait du 4K 120 Hz sans fil.
Alors bien sûr, vous n'allez pas non plus, c'est pas sans fil Wi-Fi, c'est pas genre oh je mets ma TV de l'autre côté de la maison. Non, elle doit être à quelques mètres du boîtier forcément. Mais c'est quand même cool de voir ce genre de technologie. Maintenant, ça va coûter la peau des fesses, donc ouais. Ne vous attendez pas à pouvoir l'acheter. Personne, à mon avis, qui regarde cette vidéo pour l'acheter. Donc, yep. C'est cool la technologie, mais ce serait bien que ce soit abordable. Ensuite, nous avons Lenovo qui a annoncé le Yoga Book 9i, qui est une version en réalité un peu plus, je dirais, pensée pour être moins cher qu'un ancien appareil qu'ils avaient sorti, où ils avaient fait, je vous rappelle, un ordinateur portable qui avait basiquement un écran sur les deux parties et c'était un écran pliable. Ici, ils ont fait tout simplement que, au lieu d'avoir un écran pliable, c'est un ordinateur portable avec deux écrans. Donc il n'y a pas de clavier, il n'y a pas de pavé numérique, il y a deux écrans. C'est deux écrans tactiles, bien sûr, et ça semble logique que vous avez un petit clavier fourni pour avoir toujours un clavier et que ce soit un véritable ordinateur portable. L'avantage de ce format-là, c'est que du coup, vous pouvez mettre deux écrans l'un au-dessus de l'autre, comme on l'a vu sur l'image ici. Donc niveau productivité, c'est génial. Vous pouvez mettre le clavier sur l'un des écrans et du coup, comme c'est pas un écran pliable en plastique, vous n'avez pas l'abîmer. Ça, c'est un avantage, je pense, par rapport à l'ancien modèle. Vous avez toujours aussi d'ailleurs du coup un pavé numérique qui est du coup l'écran tactile de l'ordinateur. Et vous avez du coup d'autres formats, par exemple un format livre, vous pouvez utiliser un stylet, un format où vous mettez les deux écrans l'un à côté de l'autre, avec toujours le clavier devant, un format un peu plus présentation, et un format totalement présentation, où là où chacun peut voir d'un côté ou l'autre. Donc vous pourriez regarder un film avec une personne, ou vous pourriez jouer à un jeu de bataille navale, techniquement. Vous pourriez totalement, en fait. Mais bon. Très 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 sympathique comme format. C'est des dalles OLED 13,3 pouces pour information et elles sont en 60 Hz, ce qui est un peu plus dommage je trouve. Même s'il y en a qui vont dire wow 120 Hz c'est juste pour le gaming. Le truc c'est que le OLED peut facilement atteindre 120 Hz sans aucun désavantage. Je pense que ce serait bien qu'il soit à 90 Hz minimum, voire 120 Hz. Ça donne juste cette fluidité en plus qui est vraiment sympathique. Ensuite, nous avons Lenovo qui a sorti le ThinkPhone. Donc, si vous ne savez pas, Lenovo a une marque qui s'appelle ThinkPad. Il me semble qu'il avait racheté à l'époque, ou c'était Lenovo qui... Oui, non, il avait racheté. ThinkPad, c'est une marque hyper connue. Vous avez déjà dû voir un ThinkPad dans un milieu professionnel où vous avez quelqu'un qui ne jure que par ça. Et c'est ces ordi portables avec un petit genre joystick rouge en plein milieu du clavier, qui apparemment est hyper pratique. Je ne sais pas trop personnellement, mais yep. Du coup, les ThinkPad, c'est des très bons ordi portables. Ils ont un but vraiment être le meilleur pour les professionnels, surtout ceux qui écrivent beaucoup sur clavier. Du coup, forcément, quand vous dites oh, un ThinkPhone, ça va être génial, ça va être un téléphone portable avec quelque chose en plus. Non, c'est juste un Motorola X40, parce que Lenovo a racheté Motorola, et du coup, c'est juste un Motorola X40. Alors, Motorola est une bonne marque, il n'y a aucun problème. Ils font des téléphones, des fois, très abordables. Le problème ici, c'est que si vous attendiez un ThinkPhone vraiment fait pour les pros, il n'y a rien de pro. Enfin, c'est juste un skin, en fait, par-dessus un Motorola X40. Et c'est franchement dommage. Quand j'ai vu l'annonce, j'étais en mode, wow, un ThinkPhone, ça va être génial. Et puis quand j'ai vu ça, j'étais en mode, oh, c'est nul, en fait. C'est vraiment nul, en fait. Donc, ouais. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est pour faire de l'argent. Hein. On va pas se cacher C'est pour faire de l'argent. Comme ça, il y a des gens qui vont se dire « Waouh, c'est un ThinkPhone, il va être trop bien, je vais l'acheter. » Et au final, ils achètent un Motorola pour plus cher qu'un Motorola. Ensuite, nous avons Asus qui a lancé un truc où j'étais en mode « Waouh, c'est impressionnant, à voir si ça marche réellement bien. » Mais aussi, je me demande à quoi ça sert ou est-ce vraiment utile pour ceux qui sont visés par ce truc. Et tout simplement, ils ont sorti une dalle OLED 3D qui ne requiert pas de lunettes. Donc vous voyez la 3D sans lunettes. C'est plutôt cool au niveau technologie. Maintenant, la question que je suis en mode, est-ce vraiment utile? Est-ce qu'un professionnel qui fait des modèles 3D a besoin de voir en 3D en quelque sorte? C'est un peu ironique de dire ça, mais est-ce qu'il a besoin de voir son modèle en 3D? Ou est-ce que ça va pas plus le perturber qu'autre chose quand il travaille sur son modèle 3D? Ça, je me demande vraiment. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes du genre à travailler sur un ordi portable, sur de la 3D notamment, ou des trucs professionnels comme ça, peut-être du dessin, est-ce que ce serait utile pour vous de voir plus en 3D que sur un écran 2D?
Je dirais que non. Pour moi, c'est un peu le même problème que les dalles curvées. C'est que ça casse votre perspective. Vous avez l'impression qu'une ligne droite est courbée. Et du coup, ben, ça vous... Voilà, c'est pas bon en fait, si vous travaillez sur des choses qui ont besoin d'être parfaitement droites. Mais ici, c'est un peu la même chose. L'effet 3D va vous perturber et va faire en sorte que des fois, vous allez peut-être faire quelque chose qui vous paraît bien, mais en fait, c'est juste l'écran qui le fait paraître bien. Donc, je suis pas convaincu. Pas convaincu. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. C'est génial comme technologie. Je pense que par contre, pour quelqu'un qui joue à des jeux vidéo, ce serait plus intéressant si ça marche bien avec les jeux vidéo. D'ailleurs, l'écran, en réalité, pour être utilisé pour des jeux vidéo, il est en 3200 par 2000 pixels à 120 Hz, et c'est une dalle OLED, donc très bon pour les jeux vidéo. Et du coup, vous avez quand même des très bonnes specs parce que vous avez une version Pro Art, celle avec la roue ici, qui a quand même jusqu'à, il me semble, une RTX 4070, parce qu'évidemment, je vous rappelle que les nouvelles RTX 4000 ont été annoncées pour ordi portable. Elles arriveront évidemment en février, ces cartes d'ordinateur portable. Ça, c'est justement un des ordinateurs portables qui a été annoncé. Il y en a plus que je vais traiter encore la semaine prochaine, parce que là, je me suis plus concentré sur un peu tout au niveau technologie, donc on verra plus la semaine prochaine à ce niveau. Ensuite, en parlant de News CS, c'est pas une News CS, parce que évidemment, qui dit janvier dit Samsung Unpack pour février, donc le 1er février notamment, et du coup l'arrivée des nouveaux Galaxy S. Et forcément, comme à chaque fois en janvier, on a tout qui leak. Donc là, on a eu le leak habituel du Galaxy S23. Donc le Galaxy S23 va littéralement s'inspirer du design du Galaxy S22 Ultra, qui a, je vous rappelle, des caméras plus cachées dans le téléphone, mais qui sortent quand même. On le voit d'ailleurs sur cette image-là, donc pas totalement dans le téléphone. C'est un design qui, sur le S22 Ultra, a été critiqué en réalité, surtout quand, dû au fait que le S23 avait une autre caméra encore à côté là, donc ça faisait une forme de P, et du coup les gens étaient en mode, il y a un P dans ton téléphone, donc ça faisait un peu bizarre. Là, c'est un peu plus propre vu qu'il y a que 3 évidemment objectifs sur en tout cas ce modèle là. Évidemment sur le S23 Ultra on va certainement retrouver à nouveau le P, donc ma foi pour ceux qui ne l'aimaient pas ça va revenir. Donc ouais, au niveau design c'est à peu près la même chose. On ne sait pas trop aussi s'il va avoir des écrans courbés cette année-ci, j'espère que non. Honnêtement, les écrans courbés devraient disparaître, parce que le S22 Ultra en a un. Il est moins courbé que sur les anciens, mais c'est quand même courbé. Et c'est un peu stupide parce que vous êtes censé avoir un stylet. Et quand vous utilisez le stylet sur le côté de l'écran, genre d'un coup vous tombez en quelque sorte. Donc c'est pas du tout intuitif, c'est pas du tout pratique, surtout avec le stylet. Et puis aussi l'écran courbé fait que vous voulez installer une protection d'écran, ben non. Mais ça complique tout en fait, parce qu'il y a une courbe. Donc les protections d'écran sont plus complexes et tout. Alors que s'il y avait juste un écran plat, ce serait beaucoup plus facile. Donc j'espère franchement qu'on n'aura pas d'écran courbé cette année-ci, ce serait une grosse upgrade. Une vraie upgrade par contre, pour ceux qui aiment bien Samsung et qui, quoi qu'il arrive, vont certainement être intéressés par ce téléphone de cette année-ci, peut-être parce qu'ils upgradent depuis, je sais pas moi, un Galaxy S10, c'est le fait que Samsung a signé un deal avec Qualcomm et tous les Galaxy S23 dans le monde entier auront un Qualcomm, du coup Snapdragon 8 Gen 2, qui est gravé par TSMC. Autre bonne nouvelle. Donc il sera efficace au niveau énergétique, il sera performant, et fini les gens qui ont une version inférieure et les gens qui ont une version supérieure. Fini de devoir importer un téléphone, vous aurez directement la meilleure version. Et ça, franchement, enfin génial. Alors, c'est dommage de perdre le fait que Samsung faisait leur propre processeur. C'est dommage. Mais le truc, c'est qu'ils étaient inférieurs à chaque fois, ou alors ils requéraient un an d'update pour devenir supérieurs dans certains cas. C'est juste pas... Voilà, ça ne le fait pas. Le vrai problème aussi, c'était que vous aviez le même téléphone avec 2 processeurs radicalement différents, genre qui n'avaient même pas les mêmes performances, la même batterie ou autre chose. Ça, c'était un énorme problème. Vous achetiez un produit dans un pays, vous achetiez le même produit dans un autre pays, ils étaient totalement différents. Même pas la même expérience d'utilisation. Du coup, ça, c'était le plus gros problème. Si Samsung veut continuer de faire des Equinox, mais dans d'autres modèles, dans d'autres smartphones, mais pour le monde entier, je vois pas de problème. Mais évidemment, ici, selon moi, les Galaxy S23 devraient tous avoir un Qualcomm ou un Snapdragon, et ce sera le cas, donc c'est une bonne nouvelle.
Ensuite, nous avons des news au niveau Apple qui veut faire aussi des choses. Alors ça encore une fois pas un rapport avec le CES. On fait une petite pause CES ici avec le fait que Apple voudrait fabriquer leur propre écran micro LED. Donc en gros, ils arrêteraient d'utiliser Samsung et LG, ou en tout cas pour certains écrans. Donc c'est assez majeur en vrai, parce que depuis je ne sais combien d'années, Apple a toujours utilisé des écrans fabriqués par d'autres personnes. Ce qui veut dire aussi qu'il y avait un énorme marché lucratif pour ces autres constructeurs d'écrans, qui sont encore une fois Samsung et souvent LG. Du coup, là, ça doit certainement faire un peu peur à Samsung Display et LG Display qui vont peut-être perdre petit à petit une énorme source de revenus. Mais ça veut dire aussi qu'on va avoir un peu plus de concurrence dans le milieu, même si évidemment Apple ne vendra pas ses écrans à des tierces, c'est-à-dire qu'il y aura un autre constructeur d'écran et que du coup on devra avoir un peu plus peut-être d'évolution à ce niveau-là, ce qui ne ferait pas de mal. Et du coup c'est une news, je ne sais pas si j'ai mis l'autre news, non je ne l'ai pas mis ici, mais c'est une news qui va de pair avec le fait que aussi Apple voudrait faire leur propre puce Wi-Fi et Bluetooth intégrée du coup dans tous leurs appareils. Parce que jusqu'à maintenant, oui, même s'ils font leur puce, leur processeur GPU et tout ça, donc la puce A15 par exemple, eh bien dedans vous avez toujours un modem qui est fabriqué par un autre constructeur, donc c'est un peu particulier. Là, Apple voudrait avoir littéralement tout fabriqué par eux, ce qui veut dire aussi qu'ils peuvent se faire encore plus de money, parce que fini de donner, c'est logique, quand ils achètent un écran à Samsung ou LG, Samsung et LG prennent une marge déjà, ils se font de l'argent. Eh bien, c'est de l'argent en moins que pourrait se faire Apple. Et ça, c'est inadmissible. Donc, évidemment, Apple va chercher à avoir encore plus d'argent. Est-ce que ça veut dire que les appareils Apple vont être moins chers? Non, pas du tout. Ça va être le même prix. Ça va même être techniquement peut-être même plus cher. Parce qu'ils vont garder l'argent, la différence d'argent dans leur poche. Ensuite, en parlant d'Apple d'ailleurs, il y a une autre news qui apparemment indiquerait que Apple va peut-être revenir en arrière sur le fait de ne pas faire de Mac avec un écran tactile. Donc, ils l'ont déjà précisé par le passé que les Mac n'auraient jamais d'écran tactile. Que c'est stupide d'avoir un écran tactile sur un Mac. Le truc, c'est que ils ont sorti depuis des iPads très puissants qui sont très intéressants. Mais le problème, c'est ces iPads, c'est que ça reste un iPad. Même s'ils améliorent iPadOS, ça reste un iPad. Du coup, les gens ont espéré pour au moins un iPad qui peut passer en mode, je sais pas moi, macOS. Genre si vous prenez votre iPad, que vous le dockez à quelque chose, il passe en mode macOS et du coup, vous pouvez l'utiliser comme un Mac normal avec un écran tactile. Et bien du coup, là, la solution que peut-être Apple va faire, c'est le fait qu'ils vont peut-être sortir un Mac avec un écran tactile. Et ça coïncide un petit peu avec une rumeur qu'il y a eu comme quoi Apple allait faire un iPad 16 pouces, si je me souviens bien. Donc un énorme iPad. Peut-être qu'en réalité, ce n'est pas un énorme iPad. Peut-être que c'est juste un hybride entre les deux, en fait. C'est un iPad, mais c'est aussi un ordinateur portable Mac, en fait. Donc, à voir. Les rumeurs de l'iPad 16 pouces l'indiquaient peut-être pour 2023, justement. Donc, ça correspondra plutôt bien. Et une dernière news aussi au niveau d'Apple, c'est le fait qu'ils ont enfin update leur application sur Windows et ils ont remplacé basiquement iTunes. Donc maintenant, vous allez avoir 3 nouvelles applications sur l'App Store Windows qui vont vous permettre d'utiliser notamment Apple Music, Apple TV et le dernier c'était... qu'est-ce que c'était? Je sais plus. Apple Device, qui à mon avis permettra de contrôler votre appareil. Ok. Peut-être faire des backups ou autre chose. Dans tous les cas, c'est plutôt cool pour ceux qui ont justement un iPhone ou un iPad, mais qui veulent toujours utiliser Windows parce que il y a peut-être genre des jeux vidéo sur Windows ou alors des applications qu'ils ont absolument besoin. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Surtout Apple TV, je dirais le plus gros point positif parce que l'utiliser sur navigateur c'est pas toujours idéal. Avoir une application dédiée pour ça c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Aussi un autre point important c'est que quand vous utilisez sur navigateur, vous n'avez pas, et c'est très important, le téléchargement offline. Parce que bien souvent, c'est trop compliqué pour eux de le supporter sur navigateur, parce qu'il faut que tout soit chiffré pour que vous ne puissiez pas récupérer les contenus qui ont été téléchargés. Du coup, quand ils ont leur propre application, c'est beaucoup plus facile et ils peuvent se permettre de faire justement le téléchargement offline. Et c'est le cas avec, il me semble, Netflix a une application Windows 10 ou Windows 11 et vous pouvez faire du téléchargement offline.
Apple ne l'a pas. Disney n'en a pas non plus, du coup vous pouvez pas faire de téléchargement offline avec Disney. Ce qui est d'ailleurs stupide parce que Disney, dès que vous sortez de votre pays, vous ne pouvez plus utiliser Disney+. Contrairement à par exemple Netflix où il continue de fonctionner dans d'autres pays. Même si vous êtes dans un autre pays, Netflix est conscient du fait que des fois vous allez sortir de votre pays et que vous voulez quand même utiliser votre compte Netflix. Donc ils vous ne le bloquent pas, ils vous permettent d'accéder au catalogue de votre pays, de France ou autre chose. Donc ça c'est plutôt cool. Même si Netflix fait plein de mauvaises choses derrière. Par exemple, annuler un show après seulement une saison. Ça c'est pas une news en rapport avec le Sex and the Show, mais c'est ce qu'ils ont fait. Ensuite, pour ceux qui se demandent quelle année on est, 2023, bah, pour nous en tout cas, pour Sony, peut-être pas, parce qu'ils ont sorti un nouveau Walkman, qui du coup est basiquement un téléphone Android 12, assez petit et sans carte SIM. Donc c'est... et puis là, évidemment, plein de boutons dédiés pour écouter de la musique. Et un jack, forcément. Donc c'est un Walkman. Vous pouvez mettre une carte micro SD, vous avez un jack, comme j'ai dit, un USB Type-C pour le chargement, des boutons pour jouer, augmenter le volume, prochaine musique, ancienne musique. C'est un Walkman. Donc pour ceux qui sont fans de musique et qui peut-être ne veulent pas utiliser leur smartphone pour écouter de la musique, bon, je ne sais quelle raison, ben, ça peut être une solution pour vous. Après, évidemment, ça semble logique. Voilà, il ne coûtera pas non plus... ce ne sera pas abordable. Il coûte 399 €. Donc, éventuellement, moi, personnellement, à ce moment-là, j'achèterais juste... Si vous voulez vraiment séparer votre smartphone de votre appareil pour écouter de la musique, j'achèterais juste un smartphone pas cher à ce moment-là. Oui, évidemment, il est petit, mais bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Il fait 3,6 pouces l'écran d'ailleurs, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est discutable. Mais en tout cas, Sony aime bien toucher les marchés très niches. Et ça, c'est clairement un marché très niche. Ensuite, nous avons Stadia qui... Bon, oui, évidemment, Stadia est mort. Hein, voilà, c'est fini. Mais du coup, ils ont fait une dernière update qui a apporté un nouveau jeu, mais surtout qui a rajouté le fait de pouvoir utiliser la manette Stadia en mode Bluetooth. Donc oui, pour ceux qui avaient peut-être cette manette, eh bien, elle n'est pas... elle ne va pas devenir un peu du e-waste, parce que le seul moyen avant c'était peut-être de l'utiliser hors Stadia, c'était avec un câble. Du coup, voilà, c'était juste une manette câblée sans fil, c'est pas très pratique. Maintenant, vous pourrez vraiment l'utiliser comme une manette sans fil, donc c'est cool de leur part, même si évidemment c'est moins cool pour ceux qui voulaient utiliser Stadia. Mais après, ils ont quand même remboursé tous les achats et tout, donc je dirais que si vous avez essayé Stadia, vous en sortez encore assez bien au niveau de votre porte-monnaie, parce que vous avez été remboursé. Ensuite, on va passer à des news hardware avec une qui peut-être va faire peur à certaines personnes, qui est un peu inquiétante. Je dirais qu'on a encore besoin de plus d'informations là-dessus, et plus de reports, et plus justement de données là-dessus, mais basiquement, vous avez un réparateur de tout ce qui est un peu PC, a découvert que ces derniers temps, il recevait beaucoup d'RX 6000 qui avaient le GPU qui avait craqué, littéralement. Donc, quand vous enlevez le refroidissement de carte graphique, vous pouvez voir bien souvent ça, la partie plus à gauche. Donc, vous avez le GPU avec une finition un peu miroir. Et bien là, ce qu'il a découvert, c'est que tous ces GPU avaient le GPU, ou toutes ces cartes graphiques avaient le GPU qui avait craqué, littéralement. Le die, donc le morceau de silicium, avait littéralement explosé et une partie était restée fixée, comme vous pouvez voir, au refroidissement. Bien sûr, si votre GPU craque, la carte graphique ne fonctionnera plus, ça semble logique. Donc, ça veut dire que ces cartes graphiques sont littéralement en train de mourir. Donc là, on ne sait pas trop d'où ça vient. Peut-être que ça pourrait venir d'une mise à jour de driver récente qui a commencé à littéralement tuer des GPU. Maintenant, il y en a qui vont sortir la théorie du complot, comme quoi AMD tue les anciens GPU pour forcer les gens à acheter des nouveaux GPU. Je ne crois pas que ce soit vraiment ça. Je pense plutôt que si c'est réellement un driver, c'est plutôt une erreur. Là, maintenant, du coup, les gens qui sont plus du mode AMD fait des mauvais drivers, eh bien là, vous auriez raison à ce niveau-là, si ça se confirme. Ou alors, peut-être, et ce serait le plus... Je dirais que si c'est le driver, c'est grave, mais c'est moins grave, parce que ça peut être fixé. Si par contre, c'est pas le driver, que c'est réellement une limitation physique qui fait que au bout de X temps, le GPU a peut-être un stress à cause
je sais pas, du cycle d'expansion thermique, quand votre GPU chauffe et puis refroidit, chauffe, refroidit, mais les matériaux ne restent pas juste parfaitement, oh, tout va bien, non. Les matériaux vont se contracter et se décontracter un petit peu derrière. Du coup, peut-être que ça vient de là. Et si ça vient de là, ce serait très mauvais, parce que là, il n'y a aucun fixe. Donc, il faudra voir. Il y a certainement pas mal de ces GPU qui sont encore sous garantie, heureusement, parce qu'on a 2 ans de garantie en Europe. Mais pour ceux qui sont hors garantie, ça doit faire un peu peur. Là, le truc, c'est que j'ai pas envie de lancer une hystérie là-dessus, dire oh, arrêtez d'utiliser votre GPU ou autre chose. Ce que je dirais surtout, c'est si vous avez une RX 6000, déjà, avez-vous eu ce problème? Est-ce que votre GPU est mort récemment sans aucune raison? Pour ceux qui ont déjà une RX 6900 ou 6800. Et ensuite, la recommandation que j'aurais, c'est, vu que ça peut-être peut venir du driver, si vous pouvez éviter d'installer la dernière version, peut-être que si votre jeu tourne très bien et que vous n'allez pas jouer à un dernier jeu qui vient de sortir, vous n'avez pas besoin du dernier driver, vous pouvez vous permettre de rester sur l'ancien un peu plus longtemps, je dirais que ça ne ferait pas de mal. Au moins, vous éliminez peut-être cette source de problème. Après, peut-être que le driver qui cause ce problème-là, vous l'avez peut-être déjà installé sans le savoir. Donc là, yep. On verra bien. Ça demande plus d'informations, honnêtement. Ça demande d'être enquêté. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra voir, justement, selon aussi les sites marchands. Est-ce que les sites marchands ont vu beaucoup de retours ces derniers temps? Est-ce que les constructeurs ont vu beaucoup de retours ces derniers temps? Ou est-ce que c'est plus... Ça peut arriver, hein. Peut-être que ce réparateur de GPU a juste eu une vague de gens qui ont eu leur GPU qui sont morts et que ça n'a rien à voir. Ça peut arriver des fois. Donc, faudra voir. Ensuite, une autre news, c'est le fait que les AMD X3D ne sortiront pas le 14 février pour la Saint-Valentin. Donc oui, pour ceux qui voulaient sortir en amoureux avec leur processeur au restaurant, leur nouveau processeur, malheureusement, ce ne sera pas possible. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Apparemment, AMD avait justement communiqué la date du 14 février, mais non, ça n'arrivera pas le 14 février. Donc ça devra arriver plus tard. On ne sait pas quand. Donc, personnellement, je suis intéressé de voir ce qu'ils vont donner parce que, encore une fois, je l'avais précisé dans la semaine dernière, c'est que le 5800X 3D est un processeur qui, malgré sa vieillesse en quelque sorte, arrive à rivaliser en jeu des processeurs récents. Du coup, imaginez la même technologie sur un processeur récent qui n'a pas de problème à rivaliser les autres. Il va être encore meilleur en fait. Donc, je suis vraiment, vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Peut-être même, personnellement, j'upgraderai mon 7700X vers le 7800X 3D. Peut-être. Je ne sais pas. On verra bien. Dans tous les cas, je prévois des tests quand ils sortiront, notamment des modèles weaker, parce que je pense que c'est le plus intéressant. Je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de monter jusqu'au 16 cœurs. Donc, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Mais ça va prendre plus de temps. Ensuite, en parlant de prendre plus de temps, vous avez encore une news au niveau hardware d'ailleurs. Apparemment, Intel qui travaille sur une nouvelle architecture totalement nouvelle. Oui, ça fait longtemps. Parce que le truc, c'est que les architectures qu'on a, même avec Raptor Lake jusqu'à maintenant, c'est basiquement une évolution des tout premiers Core Intel, genre les i7 820 notamment, le 920 aussi, ou même le i7 2600K qui était très connu à l'époque. C'est une évolution de ces designs-là. Évidemment, beaucoup de choses ont progressé, mais le principe même de l'architecture est similaire. Donc, ils ont upgrade des parties de l'architecture par-ci par-là et amélioré justement les performances. Du coup, c'est la première fois depuis pas mal de temps qu'on n'a pas un vrai changement à ce niveau-là. Évidemment, on a eu avec Alder Lake le fait qu'ils ont rajouté des cœurs haute efficacité énergétique. Donc ça, c'est quand même un assez gros changement au niveau architecture, techniquement. Mais il n'y a pas eu vraiment un grand... genre, ils ne sont pas repartis depuis rien depuis très longtemps. Et ça arriverait avec Lunar Lake. Toutefois, tenez en compte, il va toujours avoir Raptor Lake Refresh, entre-temps, Meteor Lake et Arrow Lake. Donc, basiquement, ce processeur pourra arriver... si Raptor Lake arrive cette année-ci, Meteor Lake arrive début d'année prochaine, 2024, 2025, peut-être 2025 ou 2026. Donc, ouais, ça va prendre un petit peu de temps. On verra bien ce que ça donnera. Et enfin, une dernière news, qui techniquement une nouveauté CS. Vous avez Nvidia qui update Nvidia Broadcast et a rajouté une fonctionnalité que éventuellement peut être intéressante. Et ça s'appelle Eye Contact. Et ça permet tout simplement
c'est une fonctionnalité qui va automatiquement changer vos yeux pour que vous gardiez un contact visuel avec votre caméra. Donc quand je fais ça, je regarde plus la caméra. Quand je regarde autour, je regarde mon écran, je regarde pas la caméra. Et bien cette fonctionnalité ferait en sorte que quand je regarde mon écran, en fait, je regarde la caméra comme ceci. Et j'ai vu des vidéos de tests. Il y a des gens qui s'amusent à tester des extrêmes, genre vraiment regarder comme ça ou autre chose. C'est pas fait pour ça, ok? Ça va s'arrêter. Quand vous regardez de manière trop extrême comme ça, vous voyez le filtre s'arrête d'un coup, ça regarde la caméra, puis d'un coup ça re-regarde là où la personne regarde réellement. Non, c'est plus si vous avez votre écran, vous avez la caméra juste un petit peu décalée, eh bien c'est pour faire en sorte que même si quand vous regardez l'écran, vous regardiez la caméra. Ça peut être aussi pratique pour les réunions Zoom. Comme ça, vous pouvez jouer à un jeu vidéo, mais en réalité, ça donne l'impression que vous regardez votre caméra. En réalité, j'aime assez bien le principe de ce filtre. Après, c'est spécifique, c'est pas pour tout le monde. Et évidemment, ça requiert une carte graphique RTX, donc yep, à voir. Mais bon, intéressant, je suppose, éventuellement. Bon, ça montre aussi que de plus en plus notre futur devient totalement faux. Bientôt, vous allez regarder, genre imaginez dans 2 ans, vous regardez un streamer, et en fait ce streamer n'existe même pas, en fait, ou autre chose. C'est juste un deepfake fait en direct par Nvidia Broadcast avec une RTX 5000 ou je ne sais quoi. Ça pourrait vraiment arriver, honnêtement. Donc, yep. Est-ce que le futur est intéressant ou est-ce que le futur est effrayant? Je ne sais pas trop. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera la semaine prochaine pour un prochain Texama Show. Et je vous dis ciao, ciao!